Sommet et Collet, le balado du 1er mars 2022. Si t'es resté encabané tout l'hiver parce que tu savais pas quoi faire avec tes enfants, eh ben, tu vas voir que la randonnée, c'est parfait pour y remédier. Et pour en parler, je reçois la randonneuse et maman, Catherine Grandmaison. Sommet et Collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut tribu, je suis content d'être là avec l'ensoleillement qui s'étire de jour en jour et qui nous permettra d'allonger nos randos aussi, d'en profiter un peu plus sans être obligé d'appeler à la rescousse notre frontal caché au fond du sac. Mars et avril riment par contre avec soleil plus chaud, fonte, de la neige et de nouveau gel au sol la nuit pour former de beaux petits sentiers glacés, tout bleus et surtout glissants. C'est pour ça que je te rappelle que dans mon blog, tu vas trouver un article qui parle des crampons de la québécoise Life Sports Gear, les Spike Pro 2 que j'ai adoptés et testés avant de te les offrir dans ma boutique. Dans l'article, je fais le comparatif avec les populaires Hillsound, désormais détrônés à mon avis. Et tu vas y trouver mes arguments. D'ailleurs, je t'invite à lire ça et à t'équiper pour la saison de randonnée printanière qui est à notre porte à randonneur.ca. 6e balado, mi-saison déjà pour le balado Sommet et Collet. Je t'invite, comme je le fais chaque fois, à m'écrire si tu as des suggestions de toutes sortes, sujets, matériels, invités, peu importe, tu le fais à alr@alexilerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, facile, @Alexis le Randonneur. Dans notre 6e podcast, aujourd'hui, on va te parler, mon invité et moi, de rando avec des enfants. On va se le dire, c'est une méchante job. J'en ai parlé dans l'épisode 4 de la saison 2 d'Alexis le Randonneur. Faut vraiment y trouver son plaisir, bien planifié et surtout dénicher de bons trucs, des conseils efficaces qui marchent, c'est le cas de le dire. Parce que si on n'a pas de plaisir, on va pas répéter l'expérience, c'est clair. Et elle le fait bien, le partage bien. En tout cas, la suivre, ça donne le goût de se prêter au jeu. Et c'est pourquoi je l'ai invitée et que je veux te la faire découvrir. D'abord, je dois te dire que c'est une infirmière de carrière. Juste ça, on se dit, OK, ça part fort, c'est une toffe. C'est surtout une randonneuse depuis toujours. Elle est issue d'un village campagnard de la Mauricie. Depuis qu'elle est maman, la randonnée est devenue une activité qui se pratique en famille. Elle m'a dit, et elle a bien raison, que devenir parent, c'est effectuer un transfert de valeurs et que pour elle, la nature est au cœur de ses valeurs. Elle est passée de randonneuse solo à randonneuse mère qui pratique, ça j'aime ça, le portage, qui est une autre façon bien différente d'aborder la rando. Elle ajoute aussi qu'avec de l'organisation, la connaissance de ses propres limites et des besoins de l'enfant, la randonnée demeure tout autant très enrichissante. Ce sont des souvenirs qui se créent chaque fois et qui renforcent sa vie familiale. Bienvenue Catherine Grandmaison. Oui, allô. Écoute, avant d'aller plus loin, par exemple, je ferai pas semblant qu'il est pas là, au contraire, Sylvain Manceau, notre nano-brasseur, qui est aussi du lot ce soir. Salut Sylvain. Salut Alexis. Et d'ailleurs, je vais le mettre en charge du service pour la petite frette ce soir, qui est la très bonne Charles-Henri de la brasserie Les Deux Frères, notre commanditaire présentateur sur le balado. Je salue d'ailleurs toute l'équipe là-bas au passage. Alors Sylvain, je te laisse aller avec ça. Catherine, si tu le veux bien, on peut établir ton parcours de randonneuse. Pour commencer, pour mettre la table, tu dis que tu es une randonneuse depuis toujours, aussi loin que tu te souviennes. Explique-nous ça veut dire quoi? Exactement. En fait, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Loup-de-France, qui fait partie de notre secteur de Trois-Rivières, qui est plus à la campagne. Donc, j'ai grandi là et maintenant, j'habite là encore car j'ai racheté la maison. Parce que j'aimais beaucoup le coin, puis j'ai eu des belles valeurs qui se sont transmises là par mes parents. Puis maintenant, je fais la même chose avec mes enfants. Dans le fond, on a commencé à aller dans le bois très, très, très jeune. Puis juste les connaissances de ce qui nous entoure,
que ce soit rapproche-toi juste un petit peu de ton microphone, on t'entend pas super bien. Donc, juste pour résumer ce que tu me disais, au départ, t'as eu ton enfance là à la campagne et donc en contact avec la nature. Tes parents t'amènent jouer dehors pas mal, entre autres en randonnée. Parce que là, je pense que ta mère qui était, on peut la saluer d'ailleurs peut-être au passage, Francine, Guy, ta mère qui est une excellente planificatrice, que tu me disais. Oui, exact. Donc, ça a commencé avec des petites randonnées là, dans la cour en arrière, dans le bois. Puis par la suite, on a passé nos étés là, en vacances un peu partout dans l'est du Québec. Puis ma mère nous a toujours organisé des vacances exceptionnelles. Et puis, donc, toi, tu as une sœur. Oui. Cette planification-là, ça prenait beaucoup de place, dans le sens que ta mère prévoyait ça longtemps d'avance. Tu me racontais aussi que, justement, pour les vacances, c'était pratiquement 6 mois, 1 an d'avance parfois, qu'elle avait un paquet de petits dépliants dans un sac d'à peu près toutes les destinations inimaginables et Exactement. que là, vous faisiez votre préparation, votre sélection à partir de ça. Oui. En fait, à toutes les fois qu'on sortait, que ce soit une activité, que ce soit pour des vacances, il y avait toujours des petits pamphlets là, à l'entrée, là, à l'accueil des stations-service. Ma mère les ramassait. Puis, en fait, à force de les accumuler, là, quand c'est le temps de sortir les destinations pour les vacances, là, elle emmenait son gros sac qui avait 8 millions de pamphlets là-dedans. Puis là, on sortait les destinations, que ce soit en Outaouais, en Mauricie, et plus loin, que ce soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Puis à partir de ça, elle nous planifiait des vacances de 2 semaines à chaque été. Et donc, tu as voyagé pas mal un peu partout. Tu as découvert plusieurs provinces, plusieurs territoires, plusieurs sentiers de randonnée. Beaucoup de camping aussi, j'imagine, à travers ça. Oui, c'était toujours en camping. On était une famille qui était très proche de la nature. Puis nos plaisirs à nous, c'était vraiment de découvrir là, des nouveaux sentiers, puis des nouvelles places de plein air qui nous ressourçaient là, à chaque fois. Et là, cette enfance-là de nature t'a suivi tout au long de ta vie jusqu'à maintenant. Peut-être un petit peu moins à l'adolescence? J'ai toujours continué. À l'adolescence, ça fait du bien aussi d'être seul avec soi-même, de se retrouver en tant qu'individu, puis savoir quelle branche, quel genre de personne que tu deviens. Puis en allant dans la nature comme ça, des sentiers, de la rando, ça te permet aussi de te découvrir en tant que toi-même, en tant que tu découvres tes limites, tu découvres qu'est-ce que tu attends de la vie aussi. Avais-tu des amis qui te suivaient pas mal à cette époque-là? J'en avais, mais pas beaucoup. Tu as toujours été quand même un peu solo en rando. Oui, exact. J'amenais des gens qui s'intéressaient, mais qui ne restaient pas nécessairement à développer certaines aptitudes puis à vouloir le poursuivre. Là. OK. Et comment tu vois la rando aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte? Donc, tu avais une certaine introspection que tu faisais déjà à cet âge-là. C'est quelque chose que tu fais toujours? Ça te permet de te remettre en question constamment? Ben, je trouve que la vie est plus belle quand on mixe avec le plein air, avec la randonnée. Ça fait des plus beaux souvenirs. Au bout de ma vie, quand je vais être plus vieille, je vais avoir des centaines d'histoires à raconter, des anecdotes, des erreurs aussi qu'on a fait puis qu'on a appris. L'important, c'est d'apprendre de chaque erreur qu'on fait aussi. Es-tu du genre à noter ça quelque part dans un calepin ou... Oui, à l'occasion. Oui, parce que je me dis, on a envie tellement des choses, moi le premier, puis là je me dis... Bon sang, j'aurais dû écrire ça, je me rappelle plus de tel détail. Comme tu dis, on a envie tellement que ça peut être le fun, quand même, d'écrire un journal comme ça. Puis depuis que j'ai ma famille, oui, on veut comme rien oublier, puis faire l'histoire de notre famille, ça nous donne envie justement de l'écrire, puis de se remémorer ça là, plus tard. Et là, tu sors de l'adolescence, évidemment, tu vieillis, tu deviens femme, et là, à un moment donné, il y a l'amour qui se pointe. Ben oui. Mais on le cherchait pas. On le cherchait pas. Même pas. Et donc, c'est un peu une surprise, ta rencontre avec ton conjoint qu'on va saluer, Christopher, qui est aussi un randonneur. Raconte-moi un peu comment c'est arrivé. En fait, je me suis séparée. Puis, dans le fond, moi, j'aimais beaucoup faire de la randonnée. Puis, j'avais jamais eu un conjoint qui aimait ça au même niveau que moi. Des fois, c'était comme plus compétitif, mais moi, c'est pas nécessairement ce que je recherche. C'est vraiment la contemplation, prendre le temps, puis vivre le moment présent. Puis, en fait, je me suis dit, ben, mon Dieu, je vais juste augmenter mes contacts. Alors, essayer de s'entourer de gens qui ont les mêmes passions que nous en vieillissant, c'est ce qu'on recherche. Puis, c'est une passion particulière aussi. Fait que
les gens qui aiment ça, c'est plus difficile à en trouver. Donc, pour ça, maintenant, il y a Facebook qui aide beaucoup. Donc, il y a des groupes de randonnée. Puis, j'avais juste lancé comme ça une invitation s'il y avait quelqu'un qui voulait se joindre à moi. Puis, Christopher a répondu à l'appel. Il a levé la main ou il a levé le petit pouce. Oui. Je sais pas si c'était dans Facebook. et là, vous vous êtes donné rendez-vous, une première date. Oui, exact. En fait, quand on a commencé à se parler, on s'est rendu compte qu'on se connaissait depuis toujours. En fait, depuis qu'on a 5 ans. Tous les deux, on vient du même petit village qui est Saint-Louis-de-France. C'est vraiment drôle, ça, quand même. Oui, drôle d'adon. C'est ça. Dans le fond, on était à l'école ensemble. On a fait la maternelle, la première, la deuxième ensemble. Fait que pendant 3 ans, on s'est côtoyés. Puis on était réellement amis. On a des souvenirs là de fêtes d'amis qu'on était ensemble. Puis le souvenir que j'avais de lui, c'était un petit garçon souriant, qui était heureux, que j'en garde vraiment un bon souvenir du petit garçon qu'il était à l'époque. Puis encore aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est juste mieux. Puis c'est ça. Non, fait que dans le fond, je me suis dit qu'il n'y avait pas de danger que je parte en randonnée seule avec lui, que j'allais pas être disparue là, le lendemain là, dans le journal. Et là, donc, vous vous rencontrez, vous allez faire une première randonnée ensemble. Ça se passe où? On s'en va au parc de la rivière Batiscan, qui est en Mauricie, qui est un très, très beau parc. Il y a la rivière qui passe là, bord en bord du parc. Les randonnées sont magnifiques. C'est pas trop compliqué. Donc, pour une première date qui n'était pas nécessairement une date, qui était plus une activité avec un petit peu de plein air, c'était vraiment idéal. Puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était simple. On avait la même vision des choses. Fait que l'amitié s'est bien développée. Ça s'est développé rapidement. Donc, ça commence en rando, ça commence bien. Oui. Et là, vous évoluez là-dedans. À un moment donné, vous faites aussi, j'imagine, d'autres voyages et ici et ailleurs. Oui. Donc, pendant 2 ans, là, on a été, comme avant d'avoir des enfants, un couple. Fait que pendant ce temps-là, nous, on avait vraiment comme la même passion commune, là, qui était de découvrir des nouvelles places. Puis moi, j'aime beaucoup planifier puis voir des places avec des vues particulières. Fait que c'est sûr que des fois, tu dis marcher dans le bois, que ce soit justement que ce soit au Québec ou que ce soit aux États-Unis, des fois, ça peut se ressembler, mais quand tu as un but d'un point de vue particulier que tu recherches, mais là, tu dis, on le fait, on va là, puis mon chum était tout le temps partant. Qu'est-ce qui t'influence, justement? Est-ce que c'est, par exemple, des gens que tu vas suivre sur Instagram, tu vois des photos, des endroits. En tout cas, c'est peut-être plus ça aujourd'hui qu'à ce moment-là, mais tu avais certainement quelque chose qui t'influençait ou qui te portait à dire « Hey, je vais aller là, il y a tel point de vue. » ou Tout ce qui est plus nordique, comme ce soit des icebergs, c'est pas des choses qu'on va voir dans notre quotidien. Que ce soit le froid, on était vraiment intéressés tous les deux par la même chose. L'impression d'être seul au monde, de connaître des choses qu'on dirait que personne n'est passé avant toi. On dirait que ça nous intéressait, puis c'est ce qu'on recherchait. Fait que tu as vraiment ce côté-là aventure que tu recherches. Oui. Ça te donne l'impression d'être exploratrice. Très curieuse de connaître un autre climat aussi, plus des climats comme la toundra ou des choses comme ça. C'était magnifique à découvrir. Ouais, ben écoute, il y a tellement de coins comme ça. La liste est longue. Oui. Et puis, je m'en allais te dire, c'est bien drôle parce que aujourd'hui, la présentation de mon parc régional, ben c'est le parc de la rivière Batiscan. Quel adon. Quel adon. Moi, ma première et seule visite jusqu'à maintenant, ça a été dans le cadre du 10e épisode de la saison 2, tourné avec mon chum l'aventurier Frédéric Dion, d'ailleurs, qui sera l'invité du prochain balado pour le balado du 1er avril. Donc, le parc est situé à 30 km au nord de Trois-Rivières. Évidemment, le principal attrait du parc, c'est la superbe rivière Batiscan, dont le parc est en bordure, avec un grand pont, entre autres, dans un des secteurs qui nous permet de profiter des deux côtés de la rive. Et c'est vraiment un parc génial pour la famille, pour les enfants. Tu vas entendre pourquoi là, avec le genre d'activité qu'on y offre. Par exemple, l'été, des films en plein air. Il y a des sessions de contes et de causeries avec des naturalistes pour en savoir plus sur l'histoire du lieu, sur la faune, la flore. Il y a des pistes de vélo de montagne, fat bike. Il y a aussi une activité qui est bien fun, puis qu'on j'allais dire mésestime, ça se dit pas, mais le géocaching. Je sais pas si vous
deux participé déjà à ce type de randonnée-là, géocaching, où on est à la recherche d'indices à partir de GPS. Je trouve que c'est une super belle activité avec des enfants. Entre autres pour les faire jouer, mais ça les fait marcher puis randonner en même temps. Fait que c'est pas à négliger. Il y a aussi un tripant parcours dans les arbres que j'ai expérimenté sur la base d'une Via Ferrata avec une grande zipline qui traverse la rivière, entre autres. C'est assez impressionnant. Côté rando, ben c'est ce qui nous intéresse le plus. On parle de 20 km de sentiers de facile à intermédiaire. Donc, on va pas dans des sentiers qui sont difficiles ou avec de grands dénivelés. Pour introduire les enfants ou la famille à la randonnée, c'est l'endroit parfait pour ça. On peut aussi, ce que j'aime bien faire parfois l'été, c'est de jumeler rando et pêche. Et on peut pratiquer ces deux activités de plein air là facilement sur place parce que justement, les sentiers suivent souvent la rivière. Donc, c'est possible simplement d'arrêter, de lancer notre ligne. Évidemment, ça vous prend un permis de pêche en règle, mais les deux sont possibles d'être combinés. J'ajoute aussi que le parc offre des activités scientifiques annuelles. Ça, on n'en parle pas souvent dans les parcs. Il y en a à l'occasion dans les CEPAC. Mais les parcs régionaux, c'est peut-être un petit peu plus commun. D'abord, il y a des soirées d'observation des Perséides, ces étoiles qu'on connaît bien vers la fin juillet. Et donc, sur place, on peut, avec un astronome, il y a un grand télescope qu'on rend disponible aussi aux amateurs. Et l'autre affaire que j'ai trouvé super géniale, c'est ce qu'on appelle un bio-blitz. Ça mange quoi, ça? Eh bien, ça permet d'identifier puis de répertorier un maximum d'espèces animales et végétales dans un court laps de temps. C'est que, on parle de 12 à 36 heures, là, mais on va mixer spécialistes avec les amateurs pour aller à la chasse. Donc, on va vraiment aller voir où on peut trouver ce genre de bestioles ou de végétaux et on les indique dans un carnet et on essaie après ça de dessiner un peu le secteur avec ce qu'on a trouvé. Et d'une année à l'autre, ça nous permet quand même d'avoir une bonne photo instantanée de la biodiversité d'un milieu naturel bien précis. Hébergement, ben c'est varié, hein? Tente, roulotte VR, yourte, cabine rustique de style Ling-2. Il y a 4 types de prêt-à-camper aussi, refuge, yourte de luxe, tente prospecteur et tentes que l'on appelle aussi batiscan, là, qui sont en réalité des tentes à toit rigide avec même des fenêtres qu'on peut ouvrir, fermer. Donc, c'est un mélange entre la tente et le refuge. Le tarif, on parle de 7,50 $ par jour, de 20 $ pour une famille de 2 adultes jusqu'à 3 enfants. Donc, ça reste tout de même très accessible. Et ça, c'est taxes incluses, là. Renseignements, vous allez trouver tout ce qu'il faut à parcbatiscan.ca. Et en te rendant, ben, tu passes inévitablement près de la micro de la place, qui est le presbytère, qu'on retrouve aussi dans le show 10 de la saison dernière, disponible à alexislerandonneur.com, et qu'on a reçu aussi dans le balado numéro 4, Francis Boisvert et sa gang brassent de petits bijoux là-bas, et souvent bien différents et à contre-courant de ce qu'on retrouve en tablette. Donc, ça vaut la peine de se déplacer puis d'en faire un arrêt obligé vraiment lors de votre séjour. On trouve une quinzaine de bières qui sont offertes en tout temps. Il y a souvent des collaborateurs aussi qui viennent brasser et qui vont offrir leur élixir sur place. Et j'ajoute qu'il y a un petit bar à gin bien garni si tu es aussi amateur comme moi. Donc, enjoy! Et de l'autre côté, ben, de la petite pub, on continue de parler bière avec notre segment Collet et mon ami précieux collaborateur Sylvain Manceau. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles Henry, fièrement brassée dans les sacs à dos partout au Québec et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Sylvain, salut! Salut Alexis. La dernière fois, tu nous as parlé de ta passion, des formations, de livres disponibles. Tu vas nous en reparler encore un petit peu aujourd'hui pour arriver à brasser à la maison. Mais cette fois, on parle surtout du matériel qui est nécessaire pour arriver à brasser à la maison de façon, je dirais, convenable. Effectivement, ben, une des premières questions qu'on pose, c'est qu'est-ce que ça prend pour brasser une bière? Un gros chadron. Ben, la première chose, je dirais, ça prend du temps. Mm-hmm. Donc, tu sais, il faut prévoir quand même... la première brasse va prendre une journée au complet, mais au fur et à mesure, avec l'expérience, ben, en 4 heures, on réussit à faire une bière. Du début à la fin, le matériel, il est nettoyé, il est serré, tout est en fermentation, si on veut. Donc, un 4 heures de dédié.
Ensuite, ben oui, ça prend de l'équipement. Ça prend plus qu'un chaudron. Ouais. Ça dépend toujours. Il y a différentes approches qui existent. Il y a la méthode traditionnelle qui est effectivement les chaudrons sur le poêle. Là, ça prend avant tout, parce que... On se complique la vie, là, par exemple, non? Effectivement. Il y a différentes étapes. Il y a l'empâtage. Là, ça prend la cuve d'empâtage, qu'on appelle aussi un macheton. Ça ressemble à une glacière, là, vraiment, pour faire l'empâtage des grains. Après ça prend la cuve d'ébullition. Après ça, il faut refroidir. Il y a un équivalent qui existe, qui est ce que j'utilise, qui s'appelle le RoboBrew, qui est tout en un. Donc, on peut refroidir les pompes de recirculation, on fait l'empâtage et on fait bouillir à même le même équipement. Donc, ça évite de multiplier... Ça, c'est le Ricardo, celui-là. Hein? Un peu, oui, c'est ça, mais il n'est pas si dispendieux, tu sais. Faut prévoir, tu sais, pour s'équiper, là, un 300$ en moyenne, là, pour l'équipement de base. C'est vraiment c'est quand même pas si mal. base. C'est ce que j'allais te demander. Moi, honnêtement, j'aurais pensé plus que ça. Je sais pas toi, Catherine, mais tu t'imagines que ça prend du stock. Pas mal, tu sais. Je fais juste penser aussi à des gens que je connaissais qui faisaient leur propre vin, là. Ben, c'est vraiment l'équipement de débutant de base. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, ben là, on va rajouter des choses et sky is the limit. Là, on peut aller dans l'inox, on peut aller, tu sais, dans des plus gros formats, dans des... donc, tout est possible. C'est quoi les différents types de matériaux pour la cuve? Tu parles d'inox, c'est parce qu'il y a autre chose? Ben, il y en a en plastique, il y en a... Ah oui? Oui, il y en a... tu sais, pour les fermenteurs, il y en a en plastique. On peut faire fermenter dans une chaudière. On peut faire fermenter, surtout, on voit des cuves en verre, des fermenteurs en verre. Mais il y a aussi en inox. Donc, tout est possible. Donc, c'est selon l'argent qu'on veut y mettre. Mais à la base, tu sais, avec 300$, on a un kit de départ. Ça se rentabilise très rapidement. Quand on regarde le prix que coûte brasser une bière maison qui est de même qualité, très comparable avec ce qu'on trouve en microbrasserie, ça va coûter 1$ la bouteille, contrairement à 4, 5, 6$ ce qu'on va acheter. Ah ouais, des peanuts. Des peanuts, puis là, ça te permet de t'acheter des cachous pour l'accompagner. Donc, rapidement, c'est rentabilisé, mais le meilleur truc que je conseillerais aux gens, dans un premier temps, tout s'achète usagé. Il y a sur Facebook, on va trouver le groupe Facebook qui s'appelle Bazar du Brasseur. Et dans ce groupe-là, on peut trouver des kits de départ usagés, que des gens qui sont rendus avec des kits plus élevés vont se débarrasser, des gens qui n'ont plus le temps, des gens qui passent à autre chose. Même principe que l'équipement de plein air, quoi. Exactement. Donc, Bazar du Brasseur, on va tout trouver. Un équipement, vous voulez même un équipement qui est encore plus spécialisé, juste une pièce d'équipement, tout se trouve sur Bazar du Brasseur. Autre conseil que je donnerais, un autre groupe, ça s'appelle les Nano-Brasseurs, qui est un autre groupe Facebook. Vous voulez vous initier à la brasse, vous connaissez personne pour vous initier parce que une des choses les plus fun avec la brasse, c'est de faire ça à plusieurs. Ouais. Donc, ça va mettre en groupe, ça fait des belles journées. Mais vous connaissez personne, vous écrivez sur Nano-Brasseur, j'habite à Sherbrooke, y a-tu quelqu'un qui brasse aujourd'hui, j'aimerais savoir c'est quoi? Ils vont vous inviter. Ah ouais? Il y en a un qui va lever la main. Hey, je fais une brasse demain, si tu as du temps, viens à telle heure chez moi. Puis, c'est une communauté sympathique. Là. Ben, effectivement, Nano-Brasseurs, c'est une communauté de brasseurs maison et même des brasseurs professionnels des microbrasseries du Québec qui sont sur ce groupe-là. Vous voulez des trucs pour brasser, vous voulez des recettes. Ah, moi, je tripe sur la saison du tracteur. Est-ce quelqu'un qui a la recette ou qui... Oui, c'est ça, parce que tu me disais que les recettes de bière connues se retrouvent, on peut les reproduire. On trouve les blanches de Chambly, tout. C'est sûr que tout n'est pas disponible, mais tu tripes sur Sierra, tu reviens de Californie, Sierra Nevada, la IPA, elle se trouve facilement. Donc, les recettes, les clones qu'on appelle, là, ça se trouve facilement. Et sur Nano-Brasseur, ben, c'est ça. Vous êtes en phase de fermentation, vous savez pas ce qui se passe dans votre fermenteur, vous n'avez jamais vu ça. Vous prenez des photos, vous mettez ça. Il y a un brasseur professionnel qui va vous répondre ou quelqu'un qui a une longue expérience en brasse qui va dire « Ah non, c'est correct, c'est cool, ça va avec ton type de levure et patata. » Donc, c'est des bonnes ressources à utiliser. Ensuite, au niveau de la lecture, ceux qui veulent vraiment
pousser plus loin, voire jouer avec leur profil d'eau, des choses comme ça, parce que c'est toutes des... L'eau, des... ben oui, l'eau qui est la base fait une bonne différence. Mais c'est tous des éléments qui vont jouer sur le goût de la bière. Tu sais. Donc, quelqu'un qui veut se spécialiser dans les types de malt et tout, il y a plein de livres qui existent, il y a plein de ressources. Pour comprendre vraiment au niveau de la chimie ou tous les types de bière, The Complete Joy of Home Brewing, qui est fait par Charlie Papazian, est une très bonne référence, un bon guide pour quelqu'un qui veut se lancer dans la brasse. Si on décortique un petit peu le matériel, justement, là, tu me disais que toi, tu avais un tout en un, là, mais sinon, donc, on a la cuve. Ça nous prend quelque chose pour mesurer, j'imagine, à un moment donné, des températures ou le taux d'alcool. Effectivement. C'est sûr que là, au départ, il y a l'empâtage. Donc, j'ai parlé de la cuve d'empâtage. Ensuite, on transfère dans la cuve d'ébullition. Puis, à la fin, on transfère dans les fermenteurs. Mais à travers ça, ça prend des outils plus spécialisés. Pour prendre les degrés de notre mou, tu sais, le taux de sucre à différentes étapes, il y a le réfractomètre qui existe. Il y a les densimètres, là, qui est la petite chose qui flotte dans un cylindre. Là, vraiment, ce qu'on retrouve dans des laboratoires. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on est dans la chimie, dans effectivement, la cour de science. Tout à fait. Tu sais, c'est toujours selon ce que la personne veut faire. Tu sais, pour elle, c'est important de tout calculer, son profil d'eau, ici et ça. Tout est possible. C'est comme n'importe quoi, tu peux pousser ça. Tu sais, on brasse tout le grain. C'est possible d'acheter les grains déjà moulus. On passe la commande au distributeur. Moi, je veux tant de tel grain. Mais tu peux aussi acheter des sacs de 25 kilos de tes grains, avoir ton moulin chez toi et le faire toi-même. Tu vas sauver des sous, tu vas apprendre d'autres façons de faire. Donc, tu sais, tout est possible, mais vraiment, à la base... c'est une question de temps puis de vouloir. Là. Effectivement. À la base, ils vendent vraiment les kits tout inclus pour 300 $. La personne va tout avoir là-dedans, autant pour bouillir, autant pour fermenter. Il va rester après ça là, tout ce qui est plus l'embouteillage, acheter les bouteilles ou si quelqu'un veut aller tout de suite vers les kegs, mettre en fût, là, on parle d'1 000 $ de plus là, pour avoir le frigidaire, avoir les fûts, avoir les lignes, avoir les têtes. Mais tu sais, l'embouteillage coûte pas très cher, c'est facile à faire. Ça prend 1 heure, on embouteille notre batch de 40 bouteilles. 40 bouteilles, on fait un bout avec ça. Puis si on est deux, on divise ça en deux, puis on va juste rebrasser plus rapidement la prochaine fois. C'est ça, il y a bien des possibilités. Et puis même les bouteilles, à la limite, ça ne doit pas être très dispendieux, mais sinon, on peut les ramasser nous-mêmes. Quoi qu'il y en a de moins en moins, on est de plus en plus dans la canette. Là. Effectivement, on les trouve de moins en moins. Mais oui, ça s'achète, là, même usagé, comme je disais, les références, tout se trouve facilement. C'est quoi le distributeur connu, disons, ou que toi, tu... moi, où je vais, là, c'est Mou International, c'est dans l'est de Montréal. C'est super simple. T'écris ta recette, t'envoies ton message courriel, si tu veux, premièrement, tes grains moulus ou pas, tes quantités pour chaque grain, ta levure, tes houblons, quelle quantité tu veux. Eux autres, tu te prépares ça dans toutes les petites... tout en sachet individuellement, sous vide. La même affaire pour l'équipement. C'est eux qui distribuent pour beaucoup de microbrasseries. Donc, ils ont un gros volume, ils ont un entrepôt. Donc, ils sont reconnus dans le milieu. Là. Si on veut en gros, si on veut en petit, quelqu'un qui veut brasser avec des extraits au lieu d'avec des grains, ils ont tout. C'est vraiment une référence au Québec. Il y en a plusieurs autres. Là. L'Atelier du brasseur en est une autre, mais celle dans le coin de Montréal, je pense. Mou International est vraiment une bonne référence. Une autre pour faire venir l'équipement en ligne, OBK, qui est Ontario Beer Keg, a des vraiment bons prix pour justement des kits tout inclus pour un robot brew. Comme je disais, qui est tout en un. Lui, il coûte 400 $ quand il vient en spécial, puis il est souvent en spécial. Sinon, il se trouve usagé sur Internet aussi. Fait que c'est OBK, Ontario Beer Keg, est également une bonne référence. Donc, on surveille ça. Si on n'est pas pressé de se lancer, on regarde les bons prix, puis à un moment donné, boum, voilà, on achète en spécial.
Puis on part. Voilà. Puis on se trouve un ami pour nous montrer à brasser. Puis on utilise là, les ressources disponibles. Il y en a plein. C'est des belles journées. Comme je disais au départ, ça prend du temps, mais à un moment donné, on le trouve. Ouais. Puis on s'y consacre. Je pense que c'est bien c'est de faire gratifiant. le premier cycle. Hein? Oui, effectivement. Une fois que le premier cycle est fait, on a emmagasiné des choses, on apprend tranquillement, puis à un moment donné, on prend notre... C'est de se lancer le plus dur au départ, mais une fois, là, c'est vraiment une belle passion. C'est une belle activité, là, puis ça se complémente bien avec une randonnée. Toujours! Et d'ailleurs, là, tu nous as apporté une petite bière de dégustation que tu as brassée. Oui, j'ai amené... Puis là, je pense que c'est la ski, comment tu l'appelles celle-là? La saison du ski. La saison du ski qui achève, mais on a encore des belles conditions. Oui, c'est ça. C'est une bière de Winter Ale, donc une bière qui est plus sucrée, de type saison, donc vraiment un mélange de grains. Là, on a du seigle, on a des grains plus rustiques, qui est brassé aussi avec une levure de type saison. Il y a une double fermentation avec... j'ai mis des copeaux de chêne qui ont fermenté dans du bourbon, vu que je n'achète pas de berry. Ouais. Et ensuite, j'ai mis des raisins de Corinthe. J'ai fait une deuxième fermentation avec ça et j'ai rajouté une levure sauvage de type Bérette. Donc, c'est une... Je suis impatient d'y goûter. Ouvre-nous ça, mon cher. Cette création, pas piquer des verres quand même. Non, quand même, c'est la beauté de brasser ces bières, c'est que ça permet de brasser des choses. Tu sais, il y a des modes dans la bière, ouais. Puis ça permet un petit peu de sortir de tout ce qu'on nous offre, qui sont souvent, tu sais, assez génériques. Oui, c'est sûr qu'il y a des microbrasseries qui se démarquent, mais tu sais, c'est vraiment de brasser des bières que tu n'achèteras pas nulle part. Tu sais, puis chacun y va avec ses préférences, sa créativité, puis... ça fait des beaux produits, là. On va en donner une petite gorgée à Karine. J'allais dire Catherine. Non, désolé. C'est une bière, tu sais, qui est quand même forte en alcool. On va chercher un 11%. C'est une bière de dessert, une bière de dégustation. Juste une gorgée parce qu'on finira pas le balado. Mais c'est ça, c'est une bière qui a une belle structure, qui a des belles saveurs recherchées. Donc, on est proche du barley wine, mais saison. Donc, barley wine rustique. Donc, belle couleur quand même. C'est vraiment intéressant comme produit. Et c'est la beauté du brassage maison. On va aller chercher des bières qu'on ne trouvera pas nulle part. Il y a un côté caramel quand même, hein? Oui, il y a un petit peu de roasted barley. C'est le côté winter ale qui sort de ça. Super bonne. D'après moi, il y a des microbrasseries qui vont t'appeler, mon Sylvain. ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait? Bon. Ben, génial. En tout cas, vraiment, vraiment bien. Au niveau des communautés, là, tu m'avais parlé de 2 communautés. C'est celle que tu avais. Tu n'en avais pas d'autres à ajouter du côté de Facebook, en tout cas? Du côté de Facebook. Sinon, des références. Le Brewer's Friend qui doit avoir... 20 000 recettes de bière différentes. Là, si quelqu'un se recherche des recettes de bière, Brewer's Friend, selon les styles, selon même des clones qui existent déjà. Donc, effectivement, plein de ressources Internet disponibles. Cool. Ben merci, Sylvain. On va te réinviter d'ici la fin de la saison pour que tu viennes nous présenter peut-être d'autres créations. Qui sait? Ça va faire plaisir. Et là, je vais retrouver Catherine et on va tomber dans le concret. Si tu veux bien, là, j'aimerais qu'on donne vraiment des trucs aux parents qui souhaitent mettre la randonnée à leur agenda. Et ça commence par une bonne planification. Ça, c'est pas différent que pour une rando régulière, mais bon, la planification aborde là des aspects qui sont additionnels, je dirais. Exactement. Un coup que tu pars avec ton enfant, là, c'est plus juste toi, puis tu peux partir là, ultra léger, puis advienne que pourra. Là, t'as quelqu'un d'autre à penser aussi. Fait que tu peux manquer d'absolument rien. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tous les aspects soient révisés avant de partir, puis que tu sois vraiment prêt, puis que tu sentes prêt aussi. C'est sûr que partir avec ton enfant, c'est de la nouveauté, c'est de l'inconnu. Fait que j'ai élaboré un petit pense-bête pour rien oublier. Donc, c'est les 5 bons. Les 5 bons, oui, okay. De la randonnée avec son enfant. Fait comme ça vient vraiment toucher à tout. Puis, en général, là, tous les points sont abordés.
Vas-y. Quand tu pars, ça prend, c'est sûr, le bon moment. Après avoir accouché, c'est sûr que le corps de la femme change beaucoup. C'est sûr qu'il faut que tu retrouves une certaine motricité que là, tu avais perdu un petit peu. Les abdominaux. Il faut que tu ailles le hockey aussi là, de certains professionnels de la santé. Donc, tu as un bon 6 à 8 semaines qu'il faut que tu penses à progressivement retrouver ta forme physique. Puis tu y vas vraiment à ton rythme. Fait qu'il y a pas... faut pas se dépêcher non plus parce que ça peut justement créer certains problèmes qui vont persister dans le temps aussi. Donc, le bon moment, c'est que ton corps soit prêt aussi. Pendant ce temps-là, toi, tu en profites pour peaufiner aussi tes notions de portage. Il y a plusieurs manières de porter. Ouais. Il y a l'écharpe de portage. C'est ça, c'est que maintenant, il y en a en fait, c'est des vieilles méthodes, on va se le dire, mais qui sont revenues un peu à la mode dans le marché. Fait que là, les femmes se sont réappropriées un peu tout ça. Exact. C'est souvent des méthodes, tu me parles de la grande écharpe, là, tu vas me l'expliquer un peu plus, mais c'est le genre de truc qui peut servir en courte randonnée même. Oui, c'est ça, c'est super facile un coup que tu comprends comment ça fonctionne. Puis même si toi, t'aimes ça, puis ton conjoint qui veut en faire avec toi, il trouve ça trop compliqué, puis que ça ressemble plus à du tricotage que d'autres choses. Il y a les préformés maintenant qui se vendent, que c'est 2 clips, merci, bonsoir, puis c'est fini. Fait que c'est super simple, puis les entreprises sont beaucoup plus ergonomiques qu'avant. Donc, pour l'enfant est vraiment bien là dans... C'est pensé pour le bébé, là. Exact. Puis on va aussi jusqu'à plus tard, plus âgé aussi, là, l'enfant qui peut rester dans le sac, là... avec un sac à dos complet que tu peux porter puis que tu peux emmener aussi tes trucs. OK. Fait que ça, tu commences à partir de quel âge? À peu près, justement, 6-8 semaines, 2 mois, mettons, tu peux commencer à faire de la rando avec une écharpe comme celle-là. Oui, mais mettons ton écharpe, tu peux commencer à te pratiquer chez toi, sur les trottoirs ou une petite rando pas loin de chez toi, justement pour voir ta capacité aussi. Parce que toi aussi, il faut que tu retrouves ta santé physique. Puis... c'est ça, dans le fond, faut que tu aies une évaluation de toi-même, puis t'évalues ton stock, t'évalues qu'est-ce que ça te prend. À toutes les fois que tu vas sortir, ça va être différent aussi, la météo. Donc, pour ça, pendant ce temps-là, pendant que tu retrouves vraiment le bon moment idéal pour ton corps, puis pour tes compétences, non, mais ça, c'est-tu facile quand t'es un adulte, avant d'avoir des enfants, puis que tu fais une sortie, tu regardes pas trop la météo. Là, c'est une autre affaire quand tu traînes le bébé, là. Exact. Fait que le deuxième bon aussi, c'est le bon équipement, comme qu'on disait aussi. Quand tu pars, comme je disais, on peut pas partir ultra léger. Fait qu'il y a un poids aussi qui va rentrer en compte aussi. Fait qu'il faut que tu sois capable de le traîner aussi. Aussi, avec ton bébé, tu vas traîner plusieurs choses, que ce soit comme... Moi, j'ai eu un bébé d'hiver, fait que il fallait pas qu'il ait froid. Ouais. Donc, il faut que tu penses un peu comme l'adulte. Tu vas faire un système multicouche. Tu vas évaluer qu'est-ce qui génère de la chaleur, où sont tes pertes de chaleur aussi, le froid. Multicouche, je pensais que tu parlais de 10-12 couches à traîner. Ça aussi. Une autre sorte de multicouche. Puis, en fait, c'est ça. Fait que tu vas avoir, là, avec le bon équipement, c'est ton poids de gravité aussi qui va pencher la balance. Fait que tu vas dire, pour m'aider moi, pour que mon petit aussi aime ça, je vais m'emmener des bâtons de marche aussi. Donc, tu as le bon équipement là, à avoir. Certains vont être comme plus à l'aise aussi avec l'écharpe de portage, d'autres avec un préformé. Fait comme ça, tu vois comment ajuster aussi tes couches de vêtements. Il y a des rallonges aussi pour le manteau. Fait que ça aussi, ça te fait une couche de plus. Ouais. Fait que le but, c'est vraiment que ton bébé n'aille pas froid, n'aille pas trop chaud non plus, que ce soit l'hiver ou l'été. Comme troisième bon aussi, ça prend le bon sentier aussi. Tout dépendant où ce qu'on habite, il y a des gens qui habitent plus proche de la montagne ou des sentiers ou d'autres qui doivent faire plus de kilométrage. Fait qu'il faut que tu prennes en compte le moment que tu pars de chez toi, que tu te rendes à la place X, que tu te prépares, que tu partes, que tu reviennes et que tu reviennes en auto aussi. Ouais. C'est sûr que c'est le fun de dire j'ai fait 34 km aujourd'hui, mais avec un enfant, c'est pas... faut rester réaliste aussi. Ouais. Là. Toi, Sylvain, tu as connu ça aussi, la rando avec les bébés. Là. Oui, puis c'est important, les pères ont une place là-dedans. C'est un beau moment, tu sais, vraiment un contact avec l'enfant qui est naissant. Moi, je pense que c'est ce que tu appelles les préformés, c'était baby born, qui vont en avant comme ça. Puis ça permet un support aussi à la tête quand le bébé se tient un peu moins. C'est ce que j'avais moi aussi. Oui, effectivement. Puis c'est un beau moment, un beau contact avec l'enfant. D'autres, on était peut-être
trop... Ça en était, par contre, là, je me rappelle, il y avait 11 jours. Peut-être c'est trop vite, je sais pas. Quand on est prêt, on est prêt. Puis Ouais. on apprend aussi de chaque sortie. Donc, tant que l'enfant est bien puis que tout est optimal, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. C'est que c'est plus de gestion en hiver. Je sais pas si on l'aurait fait. Là, je me rappelle que ma brune arrêtait, puis là, c'était donne le sein, puis après ça, ben, change de couche, puis ça finit plus, là, tu sais. Fait que t'envisages pas une grande randonnée dans ce temps-là. La randonnée devient une expédition. Oh oui, aussi courte soit-elle. Fait qu'aussi, il faut prévoir, justement, tu parlais là, de l'allaitement, donc tu as la bonne collation à amener aussi, parce que toi, en tant que porteur, tu as une plus grande dépense énergétique. Puis ton enfant dépend de toi aussi. Il faut que tu reviennes, il faut que tu aies l'énergie pour venir. Fait qu'il faut pas que tu t'engasses dans un projet impossible non plus. Fait que tu t'amènes les bonnes choses qui vont te donner les nutriments nécessaires. Puis ton enfant aussi, tout dépendant que ce soit l'allaitement ou que ce soit un biberon. Il y a toujours moyen, les gens vont dire avec quoi je vais faire chauffer mon biberon, mais tu peux le faire chez toi avant de partir, tu le mets dans un genre de thermos, puis tu le donnes quand l'enfant en a besoin. Puis l'allaitement, ben c'est super facile. Tu trouves une place optimale, comme nous, on est en plein hiver, donc qu'on ait une place coupée du vent. C'est sûr qu'on part aussi là avec une météo optimale aussi. Donc, tu vas à une place coupée du vent, tu t'assois sur ton sac, puis tu t'installes, puis tu mets un petit tablier d'allaitement, puis ça couvre ton enfant, puis simple comme ça. Nos ancêtres, d'il y a très longtemps... ont vécu ça de toute façon, c'est pas pire. Oui, j'admirais les femmes inuites. Tu me disais, ouais. si les Inuits sont capables de le faire dans des conditions extrêmes, de froid extrême, je suis capable de faire ça au Québec, là. Il n'y a rien là que je fasse ça à Trois-Rivières. Et là, il t'en reste un, quoi, c'est ça? Oui. Puis c'est ça, comme je disais, là, la météo optimale, c'est sûr que le but, c'est de rester sécuritaire. Il y a le risque zéro n'existe pas, mais il y a moyen d'abaisser là, les risques au minimum. Tu sais, des fois, on va voir des gens qui vont nous dire mais t'as pas peur de tomber avec ton bébé, ça pourrait faire mal. C'est comme, ça peut arriver, mais je fais tout pour pas que ça l'arrive. Tu sais, j'irai pas sur un sentier glissant en montagne ou pendant un blizzard ou une place que je connais pas du tout puis que je comprends que ça, déjà à la base, c'est pas réaliste. Donc, tu adaptes ta vitesse de marche aussi en conséquence, là. Exact. Puis c'est sûr que s'il fait moins 40, je sortirais pas avec mon enfant faire une rando, là. Tu sais, on reste dans le gros bon sens. Puis la bonne météo, ça va vraiment tout changer aussi, là. OK, ben on va juste résumer ça pour nos amis à l'autre bout de l'enceinte. Oui. Donc, tu débutes avec les 5 bons, juste me les résumer, les 5 un à la file de l'autre. Le bon moment, le bon équipement, le bon sentier, les bonnes collations et la bonne météo. Voilà, aussi simple que ça. Y a-t-il un endroit où on peut trouver quelque chose d'écrit là-dessus? Oui, j'ai écrit un article là, pour le groupe Symbiose, qui est un aide là, postpartum d'une infirmière en Mauricie. Puis on peut trouver là, tous les trucs et astuces autres que les 5 bons aussi là, sur son site Internet. Génial. Peut-être qu'il faudra que tu nous fasses un petit résumé pour le blog d'Alexis le Randonneur là-dessus. Oui. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'auditeurs de pouvoir le retrouver en détail. Là, tu as eu des expériences plus marquantes, toi, dans lesquelles tu as pris des notes, comme on dit. Là. Parle-moi d'abord de ta randonnée hivernale au Mont-Ham en Estrie, qui était ta première vraie rando, là. Oui, j'avais... Vraie rando avec accouché, un enfant, oui. avec un bébé. Exact. Donc, mon fils Charles avait 8 semaines. Comme je disais, là, on attend que le corps soit prêt. Puis là, ben, j'avais eu le hockey de ma physio. J'avais pratiqué chez moi aussi. J'avais essayé de m'informer un peu de comment habiller mon bébé, comment m'habiller. Puis il y avait vraiment pas beaucoup d'informations que je regardais sur des groupes, que je regarde sur sur Google. Peu importe, j'avais pas grand-chose. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire moi-même là, mes setups. Et à toutes les fois que je sortais, ça fonctionnait. Mon bébé avait pas froid. On a toujours peur qu'il y ait des engelures, que les petits pieds, là, ça soit sous-estimé. Puis tu dis, bah, tu sais, il chiale pas, mais ouais, c'est non, ça, il peut parce que avoir là, on le froid sait pareil. pas, hein, s'il gèle des pieds ou des mains, les extrémités, c'est difficile à... Exact. De là, tu reviens là, au bon moment. Ouais. Et le bon moment va te dire, là, au fil du temps, quand tu vas faire tes sorties, tu vas faire tes tests, tu vas regarder, bon, si j'ai mis, mettons, des petits bas mérinos, après ça, j'ai mis une pantoufle, puis après ça, j'ai mis les genres de petites bottes Stones par-dessus. Est-ce que c'est suffisant? Puis après ça, tu as tes couches par-dessus de toi, ton manteau. Fait que si ça marche, tu dis, OK, on a quelque chose qui... Je suis en business. Donc, tu Ouais. as fait tes propres tests. Oui. Puis après ça, tu dit, Là, j'étais prête. On est prêt. On teste On se dans lance. d'autres conditions. Et là, des conditions un petit peu plus extrêmes. Le Mont-Ham, quand même, en tout cas, on ne sait jamais ce qui peut nous attendre au sommet. C'est ça.
dans le fond, il faut prévoir aussi là, au pied de la montagne la météo, puis au sommet aussi que ça va être complètement différent. Donc, on est parti là un bon matin avec 2 autres amis. Moi, je mettais mes choses là sur les réseaux sociaux. Puis ça a inspiré une personne en particulier qui était enceinte à ce moment-là. Puis elle aussi, elle trouvait qu'il n'y avait pas d'informations sur le sujet. Puis elle dit, mon Dieu, je veux venir avec toi, je veux entendre ce que tu as à me dire, puis je veux prendre tes conseils. Fait qu'on se rencontre là-bas. Puis avec moi, j'avais amené une de mes amies aussi qui avait une petite fille là, qui avait 3-4 semaines là, de plus que mon garçon. Elle aussi, elle avait fait ses tests, tout fonctionnait, fait que on essaye ça. Donc, on arrive là-bas, puis il faut pas oublier que mon chum suit toujours. J'ai un papa très présent. Je suis bien chanceuse d'avoir un conjoint qui me suit, parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est un randonneur, de toute façon. On s'est rencontrés là-dessus, donc c'est juste normal de poursuivre nos activités comme ça. Donc, on arrive là-bas. Lui, il est tout seul de gars avec 3 filles, une enceinte, 2 avec un bébé. Fait que, à un moment donné, j'étais partie, parce qu'avant de partir, on va toujours changer la couche. Les gens se posent beaucoup de questions quand est-ce que tu changes la couche. Ben, c'est sûr qu'avant de partir, c'est nécessaire. Fait que moi, je pars avec mon fils. Puis là, le gars qui est à l'accueil, il regarde mon chum, puis il a de l'air à se poser des questions. Fait qu'il s'en va voir mon chum, puis il dit « Hey, coudonc, c'est tout à toi, ça. » Fait que là, mon chum, il embarque dans le jeu, puis il savait que les filles embarqueraient aussi. Fait qu'il dit, ah, tu sais, ben oui, tu sais, c'est mes 3, puis il y a elle qui est enceinte, puis qu'est-ce que tu veux, je me suis un petit peu trop amusée sur Tinder. Le gars bouche bée, il répond plus. Puis il dit, ben non, c'est pas vrai, c'est une blague. Fait que là, ben, après ça, on fait tous nos setups, puis ben, on part. Fait que là, on a toutes nos collations, on porte toutes de manière différente. Il y en a qui vont préférer, là, comme le préformé, comme moi j'ai fait, avoir mon bébé le plus collé sur mon ventre, parce que comme ça, je trouvais que c'était moins difficile de regarder la chaleur. Tu l'avais à l'œil plus facilement aussi. Exact. Puis j'avais lu des choses avant sur de la mort subite du nourrisson. Il y a déjà eu un enfant qui est décédé comme étouffé en portage. Okay. Fait que si tu dis, mon Dieu, je veux tout faire pour pas que ça l'arrive. Fait que toujours avoir le petit nez dégagé, c'est très important. Toujours avoir un œil sur ton bébé. Même s'il dort, il faut vraiment que tu surveilles. Fait que tu regardes aussi si c'est pas trop serré, que ton bébé soit à l'aise, qu'il peut bouger aussi, parce que ton bébé, il faut qu'il génère lui-même la chaleur. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine motilité présente là, pendant la rando. Donc, on s'en va là. On a tout notre rythme différent aussi. C'est sûr que la femme qui est enceinte versus celle qui a son bébé, qui amène tout. Moi, j'ai mon chum aussi qui amène une certaine partie du stock. Fait qu'on n'est pas pesant à la même égalité. Puis, on n'a pas les mêmes capacités physiques aussi. Fait là, tu te dis, mon Dieu, il faut pas non plus que ça traîne trop de la patte. Mais puis, fait que finalement, on suivait vraiment bien. Advienne qu'à un moment donné, les bébés ont tous des besoins différents aussi. Donc, il y en a un qui a soif, il y en a un qui pleure, tu as une couche à changer, tu as quelque chose. Fait que tout le monde doit s'adapter à ce moment-là. Là. Exact. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, mon Dieu, faut que j'allaite, tu sais. Fait que là, tu te dis, bon, on va pas faire ça en plein milieu de la trail, tu sais. Là, je veux pas que mon bébé aille froid non plus, parce que là, toi, t'arrêtes de générer de la chaleur, mais tu sais, tu fais attention aussi de pas être trempe non plus, parce que sinon, ton bébé va avoir froid, tu vas avoir froid, tu seras pas bien, il y a personne qui va aimer ça. Fait que, on s'en va en dessous d'un sapin, on met le sac à dos à terre, on s'assoit, puis on se faisait beaucoup déranger par les gens qui se demandaient, ils venaient me voir, puis « Hey, as-tu besoin d'aide? Es-tu correct? » Non, je suis correct, mon bébé est juste là, je suis en train de... Le bébé est en montagne, ça marche pas. Là, tu vois le monde qui me regarde, puis « Mais pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? » Tu sais, c'est comme « Mais non, mais j'aime ça, tu sais, puis ça va bien, tu sais. » Fait là, le monde voit ça d'un autre œil, puis il trouve, ben mon Dieu, c'était OK. Fait que là, tu vois les gens qui descendent, puis sûrement qu'ils s'en parlent un petit peu. Fait que là, nous, on arrive à notre objectif, on arrive au sommet, puis tout va super bien, puis en descendant, tu dis, il faut que j'en descende aussi rapidement, parce que là, à un moment donné, ton bébé, il faut que tu donnes un petit peu de liberté aussi. Puis au bout du compte, quand tu reviens, ben tu te dis, tu vois tous les gens qui te disent, mon Dieu, vous êtes vraiment inspirants, on n'en voit jamais des gens comme vous, puis fait que le papa impliqué, puis tout le monde qui a une petite famille, fait que ça a donné le goût à plein de personnes quand on est revenu là au chalet en bas. Puis il voyait aussi le papa qui nous aidait à certains passages, tu sais, nous tenait la main, ouais. Puis fait que c'était... C'est quelque chose qui t'a peut-être marqué puis influencé pour le futur, c'est-à-dire aujourd'hui tu partages beaucoup justement tes expériences avec
avec Charles, ton petit gars, puis t'inspires aussi d'autres gens. Ça a démarré là, puis ça t'a inspiré toi-même à continuer, puis à en parler? Oui, ben c'est ça, je veux rendre ça plus accessible. Je veux que les gens ne s'arrêtent pas au fait d'être parents, puis qu'ils restent plus casaniers. Il y a moyen d'avoir une vie d'aventure avec des enfants, puis que la maternité, ça peut être encore plus beau que ce à quoi qu'on peut s'attendre. Tu sais. Le temps file, oui. Catherine, mais j'aimerais ça que tu me racontes quand même cette histoire-là, peut-être rapidement, mais 24 semaines, 24 kilomètres, ça c'est la distance que tu as parcourue enceinte de 24 semaines. Ça n'a pas pris 24 semaines pour faire 24 kilomètres. Sur le mont Eudore-Fortin, dans Charlevoix. Raconte-nous ça un petit peu. Oui, j'avais vu là comme une vue d'un point de vue... Là, t'étais enceinte, là. Oui, j'étais enceinte, puis ça faisait des années que je voulais faire cette montagne-là, puis à un moment donné, on s'est dit, bon, on le fait, on s'en va à Charlevoix. Là, on se rend compte aussi, en faisant nos recherches avant de partir, qu'il y a une petite marche d'approche à faire avant de se rendre au sommet qui est de 4 km parce que le sentier est fermé là, l'hiver. Il n'est pas entretenu. Donc là, il faut que tu fasses 16 km plus 8 km que le 4 km là, aller-retour qui donne 24 km total. Fait que là, nous, on arrive là un matin, fait que là, on s'habille. Il fait quand même assez froid. Là, on n'est pas loin du moins 30 ressentis avant de partir. Moi, j'étais comme... on apprend nos erreurs, comme je dis. Donc, je suis plus ou moins habillée adéquatement parce que mon linge me fait plus. Dans le fond, j'ai ma soude qui ferme pas tout à fait. Fait que j'ai ma bedaine qui sort. J'ai comme mon manteau par-dessus. Fait que je suis un peu pas très bien dans mes vêtements, mais ça marche. Je me dis, en marchant, ça va réchauffer. Fait que là, ben, nous, on part, puis là, on fait la randonnée, puis on a bien du fun. Puis à un moment donné, ben, c'est quand même long, 24 km. Donc là, on finit par se rendre... Ben, c'est pas rien, surtout enceinte de 24 semaines. Là, c'est ça. En plus. Mais ça allait quand même bien parce que je reste active là, pendant mes grossesses. Fait que on se rend au point de vue que je veux aller. Puis après ça, on se dit, bon Dieu, c'est super beau, blablabla. Fait qu'on veut se rendre au sommet. Fait qu'on continue. Puis c'était une journée où il y avait 30 cm de neige qui avait tombé. On ouvrait en raquette les pistes. C'était pas facile. C'était une randonnée, monte-descend. Donc, tu sais, ça jouait sur le cardio. Puis là, à un moment donné, on continue. Puis avec All-Trail, c'était pas évident de se repérer avec les cartes qui n'étaient pas la même chose que All-Trail. Fait que là, à un moment donné, un peu découragé, on se dit, mon Dieu, on n'arrivera jamais au sommet. Fait qu'on retourne de bord. Fait qu'on retourne de bord. Puis là, ben, tu sais, on va moins vite parce que là, on est comme plus fatigué. Puis là, l'énergie descend en même temps que le soleil qui descend aussi. En même temps que la température. Là. Exact. Puis la température chute. Moi, je commence à avoir super froid. J'ai une grosse douleur à l'aine qui me prend là, jusqu'au genou. Fait que là, mon rythme diminue. J'ai super mal. Mon chum est diabétique de type 1. En même temps, pendant ce temps-là, lui, sa gestion de glucides, ça va moins bien. Il tombe en hypoglycémie, puis il n'est pas capable de revenir. Puis là, tu te dis, mon Dieu, c'est comme... faut que je me débrouille avec qu'est-ce qu'il y a si jamais ça va pas bien. Tu sais. Lui, il peut tomber dans un coma. Ouais. Fait que là, tu te dis, faut revenir au plus vite. Mais là, tu te dis, on descend, puis la douleur est quand même assez atroce. Là. Donc, puis là, t'as mon chum qui en plus, qui est pas capable de remonter sa glycémie. Donc... on finit par dire, regarde, on avance, puis même si on avance pas vite, on va finir par le finir. Puis on avait super froid, on commençait à être... Après l'hypoglycémie, l'hypothermie, ben c'est ça, là. On avait les premiers signes qui commençaient à s'installer. Puis là, le soleil était complètement couché, il faisait noir, on avait froid, puis on s'est dit, mon Dieu, c'est-tu plate de se retrouver mort ici, dans le 4 km de marche d'approche sur le plat. Ça vous est passé par la tête? Oui, vraiment, on se disait, je sais même pas si on va se rendre. Puis à un moment donné, t'as froid, tu sens plus tes orteils, tu sens plus tes mains, tu sens plus... tu sais, ça s'en va quasiment jusqu'au nombril. Puis tu t'avances à pas de tortue. C'est mon chum qui finit par être capable de stabiliser sa glycémie, mais à une limite vraiment là, inférieure, mais tolérable. Puis oui, ça nous a passé par l'esprit. Je suis comme, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de mettre fin, de me rendre à mon accouchement, parce que, fait que là, on était mal préparés, on avait sous-estimé la randonnée, puis on sait bien ce que tu disais tantôt, puis on revient toujours à ça, hein, c'est souvent une question de planification, puis exact. de bien préparer toutes les possibilités. Puis ne rien sous-estimer aussi. Ne rien sous-estimer, surtout ne rien sous-estimer. Si tu avais une chose, Catherine, à dire aux mères seules, justement, qui voudraient se lancer dans la randonnée avec des enfants?
Depuis quelques années, là, il y a plus de support. Il y a Rando en portage sur Facebook qui est administré par Karine Lesage, qui est une doula exceptionnelle, c'est elle qui m'a donné le goût. C'est la seule personne qui m'a donné des bons trucs au début. Puis par la suite, nous, on a donné le goût à justement la personne enceinte qui nous accompagnait au Mont-Ham, qui est Naomi Veillette, qui a parti le groupe Active Mom, qui justement que tu sois enceinte, que tu sois une maman seule ou avec le père ou avec tes enfants, on organise là, des randonnées de groupe. Puis faut pas se mettre de limites parce que si tu le veux puis si tu es bien préparé, tout est possible. Puis il y a moyen de faire de merveilleux souvenirs avec tes enfants là, en randonnée. Donc, beaucoup de soutien. Entre autres, on revient souvent à Facebook, mais dans les groupes, c'est vraiment bien fait pour pouvoir échanger puis trouver de l'information pour s'améliorer puis se lancer avec confiance. Oui, maintenant, ça devient de plus en plus accessible. Ben merci Karine. Karine, je sais pas pourquoi je t'appelle Karine, je connais même pas de Karine. Merci Catherine d'avoir partagé quelques conseils avec nous aujourd'hui. Et si on veut en savoir plus et te suivre, qu'est-ce qu'on clique? Il y a Instagram Grand Maison Catherine. Ou sinon, sur mon Facebook, je suis très ouverte à vous donner des conseils, puis gênez-vous pas. Allez voir ça, de belles photos d'ailleurs. Merci Sylvain aussi d'être venu nous mettre la bière à la bouche. Merci de l'invitation. On te parle bientôt. Et toi qui es à l'écoute, je te dis à la prochaine. Et surtout, top rando. Sommet et Collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles Henry. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui sauront plaire à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.